Tout le monde en croque. Bonjour Jean Guinel. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous publiez Armes de corruption massive, secrets et combines des marchands de canons. C'est aux éditions de La Découverte. On a parlé de la Côte d'Ivoire. Quelle crédibilité vous accordez-vous à la supposée livraison d'hélicoptères pour le camp Gbagbo ? La vraisemblance est forte. Pourquoi ? Parce qu'une guerre civile se prépare par les deux camps. Donc, à ma connaissance, on m'en a parlé de cette affaire. Laurent Gbagbo achète des armes en Biélorussie et peut-être en Ukraine, et Alassane Ouattara également. Alors pas dans les mêmes, pas aux mêmes sources, mais on m'a dit qu'il transforme des hélicoptères civils dans un pays voisin en les équipant d'armement. Alors parce que vous êtes enquêteur et vous êtes journaliste depuis plus de 30 ans, et parce que vous êtes très introduit dans le milieu de l'armement et dans les milieux militaires. Il y a quelques jours, il y a eu 2 pilotes libyens qui se sont posés sur l'île de Malte avec des Mirage que la France a vendus à la Libye. Il y a eu un embargo sur les armes en Libye. Il a été levé en 2004, mais les industriels français y étaient bien avant. Pourquoi est-ce qu'ils y sont retournés avant la levée de l'embargo ? Parce qu'ils avaient l'autorisation de le faire. C'est-à-dire qu'en France, on est dans un état de droit, et des industriels ont demandé avant la levée de l'embargo à avoir le droit de commencer à négocier, à discuter de façon commerciale avec les Libyens. Donc cette autorisation leur a été accordée, et ils ont commencé à discuter autour de l'année 2000, commencé à discuter de ce qui allait se passer après la levée de l'embargo, qui était vraisemblable puisque les Libyens avaient décidé de solder les comptes avec les pays occidentaux qui avaient été victimes de leurs opérations terroristes. Si Kadhafi ne survit pas à son régime, ce qui est peut-être probable, est-ce que la France va continuer à avoir des relations commerciales avec les futurs dirigeants libyens ou avec la Libye ? Ça fait partie des aléas de ce métier, c'est-à-dire que les Français vont perdre les contrats qu'ils avaient signés, car il est très probable que le nouveau pouvoir libyen, car il y aura un nouveau pouvoir libyen, aura d'autres chats à fouetter que d'acheter des armes dans un premier temps. Mais les Français perdent un peu, et les Russes ont fait savoir hier qu'ils allaient perdre 4 milliards de dollars, ce qui est absolument gigantesque. C'est pratiquement l'équivalent d'une année d'exportation d'armement en France. Et donc il y a bien sûr les gens qui avaient engagé des contrats, engagé des négociations et des contrats vont les perdre. Et puis de nouveaux acteurs vont arriver, c'est-à-dire que les Américains qui vendaient peu d'armement vont revenir, et quand les Américains passent, les autres ont du mal. Trépassent. Qui sont les plus grands fabricants aujourd'hui, le trio de tête, les plus grands fabricants d'armes ? Alors les 3 premiers, c'est dans l'ordre, les 3 premiers vendeurs d'armes, parce que c'est compliqué, il y a les producteurs et les vendeurs, mais les 3 premiers vendeurs à l'exportation, ce sont d'abord les États-Unis avec plus de 50% des armes vendues dans le monde, ensuite la Grande-Bretagne, et ensuite la Russie. Et le 4e, c'est la France. Alors, il y a de gros acheteurs également, l'Arabie Saoudite. Dans votre livre, il y a des paradoxes incroyables qui sont relevés, soulignés. Par exemple, l'Arabie a un stock d'armes incroyable, mais ils ne s'en servent pas. Alors, à quoi ça sert d'acheter ? Mais c'est un peu comme la Libye. La Libye a été, comme l'Arabie Saoudite, quand elle a été confrontée à des véritables opérations de combat, par exemple en 86, quand les Américains les ont attaqués, alors qu'ils avaient des dizaines de missiles solaires, une aviation de chasse et tout ça, ils sont pas sortis, ils n'ont pas tiré, ils n'ont rien fait. Et l'Arabie Saoudite, on l'a vu pendant la guerre du Golfe, ils ont passé les 30 années précédant la guerre du Golfe à acquérir tout ce qui était disponible comme armement dans le monde, tout ce qu'il y avait de plus moderne. Et le jour où il a fallu s'en servir, ils sont restés pétrifiés, incapables de bouger. Et donc c'est assez simple. D'abord, le peuple d'Arabie Saoudite, c'est-à-dire les habitants, les nationaux, ne vont quand même pas se commettre à équiper des armements et tout ça. Donc c'est fait par des étrangers qui n'ont pas forcément envie de mourir pour l'Arabie. Et en plus, le système de vente d'armes, d'achat d'armes par l'Arabie Saoudite a servi dans une proportion absolument considérable, sans doute une des plus élevées au monde, entre 25 et 30%, à corrompre les dirigeants saoudiens, la famille royale. Alors la corruption, elle est à toutes les pages. En tous les cas, c'est un modèle qui est institué pour justement ce commerce des armes. En 97, vous expliquez que l'OCDE, l'Organisation donc pour la coopération et le développement économique, met en place une convention. Il y a 34 pays membres, beaucoup de pays qui sont industrialisés, et en fait, personne ne la respecte. À quoi sert cette convention ?
Alors, personne ne la respecte, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que d'abord, la Convention porte sur l'ensemble des biens. Et dans ces biens, vous avez une catégorie à part qui sont ce qu'on appelle les technologies de souveraineté. Ça concerne les armements en premier lieu, mais aussi le transport aérien, l'espace, les télécommunications, l'énergie, qui sont des domaines que le chef de l'État ou ses subordonnés les plus directs, sur lesquels ils interviennent directement. C'est-à-dire c'est vraiment la tête de l'État qui décide. Et là, c'est assez facile de corrompre parce que le système est fait comme ça. Pourquoi la convention de l'OCDE ou la convention de Mérida, faite par l'ONU, ne fonctionne pas? Parce que dans l'intelligence criminelle, il y a une inventivité vraiment constante et ils ont trouvé des parades. C'est-à-dire, c'est un petit peu compliqué de rentrer dans le détail, mais grosso modo, les contrats d'armement sont accompagnés par d'autres contrats, par exemple du bâtiment, des travaux publics, des études, des tas de choses. Et maintenant, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire, c'est pas sur le bien qui est importé depuis le pays étranger, c'est sur les choses qui sont faites localement. Et alors, il y a des sommes qui reviennent également dans les pays qui sont vendeurs au départ. Donc, ceux qui corrompent deviennent à la fois corrompus, soit pour des partis, soit pour eux-mêmes. Et vous citez notamment le prochain scandale français, qui est le contrat Sawari 2. Éclairez-nous. Eh bien, c'est un contrat de vente à l'Arabie Saoudite où, après l'arrivée de François Léotard au pouvoir, il y a eu deux événements. C'est l'ancien ministre de la Défense, le gouvernement Balladur, 93-95. Donc d'abord le contrat Sawari 2 qui était enlisé est reparti dans des conditions classiques, voilà. Mais on a vu de manière subreptice apparaître une commission supplémentaire par rapport à celle qui était prévue au départ de 8%. Cette commission pose un vrai problème, c'est-à-dire qu'elle est superfétatoire, elle est inutile et il y a des soupçons assez forts qu'elle ait servi à la fois à financer une partie de la campagne d'Édouard Balladur, sans doute d'autres organisations politiques, c'est possible. Et puis il y a aussi des soupçons d'enrichissement personnel assez importants. Donc le juge Van Ruymbeck et un de ses collègues sont chargés de cette affaire et à mon avis... Depuis octobre 2010. Voilà, et il est très possible que ça avance assez vite cette affaire. Et pourquoi ça avancerait plus vite que les autres affaires judiciaires? Parce que vous soulignez qu'il y a tous les éléments pour la justice pour fonctionner, en Angleterre par exemple ou en France, mais que rarement ils sont allés au bout. Oui, parce que l'affaire de Taïwan, c'est différent. L'affaire de Taïwan sur laquelle il y a eu beaucoup de blocages sur le versement des commissions, c'est parce que les commissions étaient effectivement destinées pour l'essentiel à des intermédiaires autour de la Chine et de Taïwan. Il n'est pas certain du tout qu'il y ait eu des rétrocommissions sur Taïwan. En revanche, sur Sawari 2, c'est très possible. Votre ouvrage, c'est en fait une somme de travail de 25 ans. Vous avez travaillé pour le journal Libération, qui est le quotidien français, également pour le magazine Le Point. On y voit, la corruption a lieu à tous les étages. Combien de fois est-ce qu'on a tenté de vous corrompre? Assez peu. Et le fait de résister sans trop de difficultés, parce que quand on est journaliste, de toute façon, on est sur une autre planète, complètement sur une autre planète. C'est des gens qui ne comprennent pas comment des gens comme moi ou comme vous, j'imagine, peuvent vivre comme ils vivent. C'est-à-dire, c'est vraiment un autre univers. Et c'est très simple de résister. On leur dit non. Écoutez, vous me proposez pour la deuxième fois, pour la troisième fois, je vais vous dire non pour la deuxième fois et pour la troisième fois. Et assez curieusement, cette attitude-là a fait qu'ils m'ont parlé plus facilement. Et que vous avez reçu les concessions de plein de gens. Quittons-nous avec cette citation. Touchés par la crise, de nombreux marchands d'armes se sont reconvertis dans la lingerie. C'est ce qu'on appelle les armes de séduction. Et c'est de l'humoriste français Roland Topor et c'est extrait de Pense Bête. Merci beaucoup Jean Guinel. Armes de corruption massive, c'est aux éditions La Découverte. Merci beaucoup d'être passé par TV5 Monde. Votre avis @tv5monde.org reçoit vos réactions ou vos questions. Ce sera pour Jamel Mokni dans son dernier film Hymen National. Malaise dans l'islam. À suivre dans nos prochains journaux. La valse calculée de ses ministres en vue de la présidentielle 2012. Nicolas Sarkozy a recadré sa diplomatie et musclé son ministère de l'Intérieur. Alain Juppé récupère donc tout à l'heure le fardeau de MAM aux affaires étrangères. Claude Guéant, lui, débarrasse Brice Hortefeux du trop grand ministère de l'Intérieur. Ces deux replacements ministériels français sont à suivre aussi sur tv5monde.com. C'est la fin de ce journal. Selon l'endroit d'où vous nous regardez, vous passez une belle journée ou une douce nuit. À demain.